Ok, super. Salut à tous, on est en live. On est sur la page Apéro Winner et je suis donc avec Flavie que vous avez eu l'occasion de voir en photo et qui se trouve là maintenant avec vous. Donc Flavie qui est doctorante en sociologie au laboratoire PACT de l'université Grenoble-Alpes et enseignante à Sciences Po Grenoble. Un titre assez long, je crois que c'est le titre le plus long que j'ai eu jusqu'à présent. Alors avant qu'on commence, est-ce que tu vas bien? Comment ça se passe? T'es à Grenoble là, non? Ouais, je suis à Grenoble, je suis chez moi. Je suis pas retournée au bureau depuis mars, depuis le confinement, parce que ça n'a Mhm. pas réouvert. Après, c'était l'été. Donc là, on attend des nouvelles cette semaine. Normalement, on devrait pouvoir réintégrer nos locaux. On espère. Ok. Voilà. Donc, il faut savoir que moi, là, actuellement, je suis sur Strasbourg Mhm. et que Flavie est donc à Grenoble. Donc, grâce à la magie d'Internet, on peut effectivement faire des lives sans pour autant être au même endroit. C'est magique. Yes, ce que nous a appris le confinement, qui a accéléré toutes les activités en ligne. Alors, avant qu'on commence, comment c'est à Grenoble? Chez vous, il fait beau, il pleut? Eh ben, à Grenoble, écoute, il a fait hyper chaud. Là, ça devient supportable. Voilà, là, à partir de ce week-end, c'est redescendu un petit peu. Là, tu vois, je te parle, j'ai pu avoir la fenêtre fermée pour pas avoir les bruits de la rue. Et je suis pas en train d'ouvrir de chaleur. Donc, on est plutôt content. On est plutôt content. On a eu un été un peu, bon, comme tout le monde, je pense, mais ici, dans la cuvette, il fait chaud, quoi. Ok. Donc pour ceux Et chez vous, qui nous là-haut? rejoignent, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Hein. N'hésitez pas à poser Ça vos marche. questions. Alors toi, je sais que tu es en 4G. Moi, je suis toujours avec actuellement mon Wi-Fi un peu pourri. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, c'est pas moi qui suis important, c'est toi. Donc tant que vous arrivez au moins à m'entendre, c'est ce qui compte. Donc salut Erwan. Donc je vois que quelqu'un commence déjà à commenter. N'hésite pas à nous dire si tu nous vois, tu nous entends bien. Et je te propose tout simplement de commencer, comme pour tout le monde, en 3, 4, 5 minutes, ta vie, ton œuvre, je sais pas, quelles sont les études que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, et évidemment, sans pour autant rentrer dans le vif du sujet qui arrivera juste après, mais juste pour, je pense que tu maîtrises ça, mais pour donner envie aux gens de poursuivre. Ok. Ma vie, mon œuvre, j'ai une vie. Par contre, est-ce que j'ai déjà une œuvre? Je sais pas. mais, euh, mais ouais, bon, voilà, j'ai 27 ans. J'ai 27 ans cet été. Euh, Mes études, en gros, j'ai commencé par faire des études de sciences sociales. Donc, Mhm, prépa BL, lettres et sciences sociales. Donc, ça veut dire que on faisait un peu de tout, de l'économie, de la sociologie, de l'histoire, des maths. Donc voilà, un parcours vraiment pluridisciplinaire que j'ai poursuivi après à la fac à Paris Dauphine. Donc toujours dans une licence qui était très interdisciplinaire. Je continuais à faire de l'histoire, j'ai fait du droit. Enfin bref, j'étais vraiment dans un parcours en sciences sociales extrêmement large. Suite à mon master 1, en fait, j'ai décidé de faire une année de césure pour un peu savoir qu'est-ce que je pouvais faire en fait avec les compétences que j'avais acquises jusque-là. Année de césure, d'ailleurs, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, que je recommande à tout le monde, c'est vraiment super de prendre un an pour aller concrètement faire des stages, voir ce qu'on peut faire. Donc voilà, j'ai fait un stage, enfin le stage qui a été assez déterminant. Je l'ai fait à Grenoble, alors que je suis pas du tout de Grenoble. Hein. Aujourd'hui, j'habite mhm, à Grenoble. Ça fait déjà voilà 4-5 ans que je suis ici, mais bon, j'ai découvert la ville via ce stage dans un laboratoire d'innovation ouverte et d'innovation par les mhm, usages. Donc c'est une structure qui dépend du CEA, mhm. commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables, hein, bien sûr. J'ai travaillé en tant qu'apprenti sociologue sur une étude d'usage de services innovants. Et en fait, c'est là-bas que j'ai un peu découvert le monde merveilleux de l'innovation, où tout est génial, les futurs sont incroyables, il va y avoir des voitures volantes bientôt, on va pouvoir télécharger notre esprit dans un ordinateur. Bref, tous ces mythes, en fait, Mhm. Mhm. qui m'ont beaucoup plu, beaucoup intéressé. Moi, j'étais déjà assez intéressée par tout ce qui est sociologie économique, euh,
parce que ça permettait. En fait, l'économie, c'est quand même quelque chose, comme la science d'ailleurs, qui est assez fermé, en disant que on remet pas beaucoup en question. C'est-à-dire que voilà, il y a des règles, c'est les lois de l'économie, c'est les lois de la nature, c'est les lois du marché, et on va pas trop déconstruire qu'est-ce qui se passe derrière. Et donc en sociologie économique, enfin en tout cas dans mes cours, c'était plutôt ça, donc ça m'intéressait. Et là, je me suis rendu compte qu'avec l'innovation, c'était à peu près la même chose. Il y avait le progrès, la technique, des choses qui a priori sont pas sociales en fait, donc qui sont pas spécialement à questionner, et on est obligé de suivre le progrès. Donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert la sociologie de l'innovation, pardon. Et donc je me suis dit, donc il était temps de reprendre mon master 2. Et finalement, je suis pas retournée à Dauphine parce que je voulais vraiment faire de la sociologie de l'innovation. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le master à Grenoble. Donc je suis retournée à Grenoble, alors qu'entre-temps, j'avais fait tout un tas de trucs, j'avais fait un autre stage à San Francisco, enfin bref, j'avais pas mal voyagé, fait d'autres choses. Et donc je suis revenue à Grenoble en sociologie de l'innovation, donc là un master spécialisé. Ensuite, j'ai fait mon stage chez Orange, parce que Orange, ils ont un laboratoire de recherche en sociaux sur ces questions-là. Je travaillais sur l'intelligence artificielle. Et puis voilà, je suis partie pendant un an. Une fois que j'ai terminé mes études, je suis allée faire de l'alpinisme en très haute montagne en Argentine. Et au retour de mon voyage, je me suis dit bon bah qu'est-ce que je fais, où est-ce que je cherche du boulot. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était l'expérience utilisateur, l'utilisation des nouvelles, enfin disons des plateformes d'économie collaborative, que ça soit Airbnb, Blablacar. Ils ont pas mal de recherches là-dedans sur qu'est-ce que c'est concrètement que partager un logement, que partir en voyage chez d'autres personnes, etc. Donc, c'était des thématiques qui m'intéressaient pas mal. Et je me suis rendu compte qu'avec un master, finalement, sur ces thématiques-là, qui sont assez pointues, on va pas aller hyper loin. Que les personnes qui étaient embauchées, ils avaient des doctorats. Donc, je me suis dit, bon, la thèse alors. Il y avait ce sujet des makers, donc je rentre pas dans le vif du sujet, mais qui m'intéressait déjà depuis pas mal de temps, mais j'avais déjà enquêté là-dessus quand j'étais en master. J'avais fait une petite enquête dans le Fab Lab de Grenoble, à Casemate. Et donc, voilà, moi, ce qui m'intéressait dans ce sujet, c'était celui qui avait attrait à la technique et l'innovation, et en même temps, qui avait une visée politique de les objets techniques, c'est politique, les réparer, c'est pas pareil que les racheter, qu'est-ce que c'est que la culture de la bidouille, etc. Donc c'était vraiment un sujet qui mêlait les deux, et donc qui allait très bien avec les études de l'innovation, puisqu'on est face à un phénomène qui est apparu il y a une dizaine d'années, et qui aujourd'hui a une ampleur assez conséquente, quoi. Donc voilà. Donc j'ai écrit un sujet de thèse. Je suis retournée à Grenoble parce que j'adore cette ville et que j'y suis trop bien, et je me suis dit que ce serait vraiment super de pouvoir passer 3 ans et plus si affinité ici. Et j'ai trouvé des gens qui m'ont fait confiance sur mon sujet et qui ont pu m'encadrer. Et voilà, je suis allée à l'école doctorale, et c'est comme pour un boulot en fait, c'est comme pour un job, hein. Vous faites un gros projet, vous êtes sélectionné sur dossier, ensuite vous avez une audition. Alors c'est pas vraiment l'entretien d'embauche parce que il y a 25 personnes quand même qui vous auditionnent d'un coup. Mais voilà, j'ai obtenu mon financement sur 3 ans, et là je suis à la fin de ma 2e année. Voilà, je sais pas si ça te va comme présentation. C'est peut-être un peu long. Ok. Bah écoute, avant qu'on vienne justement sur les makers, t'étais en Argentine, t'as fait quoi en Argentine? J'ai fait quoi? Alors j'y suis allée principalement pour faire un gros sommet qui s'appelle l'Aconcagua. Donc c'est le plus gros sommet d'Amérique latine. Il y a 6963 mètres, donc c'est quasiment à 7000 mètres. Et c'était un gros projet qu'on avait, mon compagnon et moi, qu'on a préparé un an à l'avance, où on s'est préparé physiquement, parce que nous on faisait pas d'alpinisme à la base. Donc, ça demande préparation physique, organisation. C'est énormément d'organisation pour arriver à faire un sommet comme ça. Voilà, on a claqué toutes nos économies pour acheter le matériel, etc. Et donc, on est allé en Argentine. On a fait quelques sommets autour de 4000 avant de se lancer dans la Concagua. Et voilà, on l'a frappé. Donc
donc on a fait la Concagua. Et puis ensuite, comme il nous restait pas mal de temps, pas beaucoup d'argent, mais pas mal de temps, on a fait un grand voyage en Patagonie. Donc on a fait le tour de la Patagonie en couchsurfing, etc. quoi. Donc c'était vraiment une expérience importante. Voilà. Une fois que tu as fait, une fois que tu as fait un 7000 mètres, tu sais que tu peux tout faire dans la vie, quoi. C'est concrètement. Oui, une fois que tu as touché le ciel, il reste plus grand-chose à faire. Alors, bah écoute, je te propose de rentrer effectivement dans le vif du sujet avec cette étude sur les makers. Donc déjà, pourquoi avoir choisi ça parmi tout l'univers de l'innovation qui t'était proposé et ensuite, bon ça on en parlera après spécifiquement sur le confinement, mais on va dire qu'est-ce que tu as appris justement du mouvement maker via ta thèse. Est-ce que c'est bon pour toi les questions? Est-ce qu'il faut que je les écrive ou non? Non, c'est bon. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet? Je vais vous raconter un truc que je raconte jamais d'habitude parce que c'est pas hyper académiquement correct, disons. Mais voilà, le truc c'est que donc je cherchais du boulot dans l'expérience utilisateur. Je voyais que ça marcherait pas forcément. Bon, j'étais de retour d'Argentine. Et un jour, je me connecte sur Uzbek Erika. Enfin voilà, je regarde leurs articles. Et je sais pas si vous savez, mais sur Uzbek Erika, quand vous likez des articles, vous obtenez des points, enfin des espèces de la monnaie virtuelle, quoi, que vous pouvez échanger contre des lots, des cadeaux, des trucs comme ça. Du coup, je me connecte, je vois que j'ai genre 200, 300 points. Je me dis bon, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans la boutique. Et il y a, attends, en plus je l'ai sous la main, c'est trop drôle. Il y a ce bouquin. Donc de Isabelle Berry-Hoffman, Michel Lallemand et Marie-Christine Bureau, qui s'appelle Maker, enquête sur les laboratoires du changement social, que je recommande à tout le monde parce que c'est un livre de sociologie hyper facile à lire et vraiment très stimulant, quoi. Il se passe plein de choses, donc c'est cool. Et donc je lis ça et je fais waouh, mais en fait, tout est à faire en sociaux sur cette thématique-là. C'est vraiment un livre où ils ont fait plein de terrains différents, ils sont allés voir plein de choses différentes, plein de thématiques, de grosses thématiques en sociologie, voilà, le travail, la diversité des populations qui sont à l'intérieur de ces lieux, la structuration du mouvement au niveau national, etc. Et en fait, à chaque fin de chapitre, on a envie de se dire waouh, mais il faut trop creuser le thème. Et je l'ai lu super rapidement. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Là, tout est là. En plus, j'avais déjà un petit peu étudié les Fab Labs. C'était vraiment une thématique qui m'intéressait beaucoup. Et donc, je suis allée, grosso modo, vers une thématique qui collait bien avec ce que j'avais fait avant. Parce qu'avant, donc, j'avais fait pas mal de sociologie économique, mais aussi de sociologie de l'action publique. Et là, on est vraiment face à... je vais peut-être rappeler qu'est-ce que c'est les makers et les Fab Labs parce que je suis pas sûre que ça soit OK pour tout le monde, c'est peut-être mieux. Ouais. Donc qu'est-ce qu'un makerspace? Je vais utiliser Fab Lab, makerspace pour des synonymes. En gros, c'est un lieu où vous trouvez des machines, donc des machines à commande numérique, type des imprimantes 3D, des découpeuses laser, ou alors ça peut être des fraiseuses numériques. Mais il y a aussi des outils plus traditionnels, hein, des fers à souder pour faire de l'électronique, des machines à coudre. Bon, bref, il y a des outils dans des lieux. Et dans ces lieux, il y a des personnes qui font le lien entre ces machines et différents publics. Donc là, c'est vraiment une définition hyper large. Hein. En gros, on peut se dire, ces lieux, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont à la campagne, à la ville? Est-ce qu'ils sont dans une entreprise? Est-ce qu'ils sont dans une université? Est-ce qu'ils sont dans un garage? Est-ce qu'ils sont dans une maison des associations? Enfin, voilà, ça peut être vraiment des situations très, très diverses. Ces machines, je vous l'ai dit, c'est plein de machines et d'outils différents. Il y a même des cuisines. Enfin, voilà, on a des food labs. Bref, c'est vraiment une diversité d'activités très importante. Les personnes qui font le lien, est-ce que c'est des personnes qui ont fondé le lieu? Est-ce que c'est des salariés? Est-ce que c'est des bénévoles qui sont utilisateurs? Et les publics, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des enfants, ça peut être des étudiants, ça peut être des personnes en reconversion. Enfin voilà, vraiment, c'est un objet super divers
je vous invite à taper Fab Lab dans Google vite fait pour voir de quoi il retourne, et que vous imprégnez un peu de l'ambiance de ces lieux. Avec toujours la philosophie derrière de faire par soi-même, bidouiller un petit peu ce que nous propose le marché en fait, ce que nous propose l'industrie, et voilà, un peu ouvrir, à la base ouvrir les ordinateurs, mais aussi ça peut être ouvrir sa machine à café pour voir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut réparer et comment est-ce qu'on peut améliorer. Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un mouvement qui est en pleine expansion. Il y a 10 ans, il y avait 400 Fab Labs en France. Aujourd'hui, on est à 400 Makerspace, donc ça fait quand même une masse de lieux. Qui dit masse de lieux, dit masse de personnes qui y travaillent. Donc effectivement, c'est quelque chose de nouveau où il y a des personnes qui vont devoir faire valoir leur existence, pourquoi est-ce qu'ils sont utiles, leurs droits, notamment leurs droits du travail, et essayer de structurer un petit peu cette activité-là des makerspaces, que ça soit au niveau local, pour obtenir des financements par exemple. Parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'une grande partie d'entre eux sont des associations. Je me souviens plus exactement, selon le livre blanc du réseau français des Fab Labs qui a montré que 80% des makerspaces sont en fait des associations à but non lucratif, loi 1901, donc pour chercher des financements et pour chercher des publics aussi, pour essayer d'aller toucher des personnes qui habituellement s'intéressent pas spécialement à la technique, ou en tout cas pensent que c'est pas pour eux. Donc voilà, mon objectif, moi, c'est de décrire ce mouvement de structuration, d'écrire et analyser comment est-ce qu'on en est arrivé là. C'est-à-dire, il y a 10 ans, rien du tout. Et aujourd'hui, quasiment un secteur qui mobilise beaucoup de monde, brasse beaucoup d'argent, et au sein des plus grandes entreprises, il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui n'ont pas leur makerspace interne. Donc voilà, il y a une politique publique ministérielle qui s'appelle Nouveau lieu, nouveau lien, qui est mobilisée autour de cette question des tiers-lieux, et notamment des tiers-lieux de fabrication. Donc, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Voilà. Grosso modo, c'est ça mon projet de thèse. Après, on peut rentrer un petit peu, si vous voulez, dans les détails de qu'est-ce que je fais concrètement. Mais voilà, je ne sais pas si tu veux que je développe là-dessus ou je passe directement à qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on a une question. Ouais. Alors, donc David qui te demande, mais du coup, est-ce que ton projet est centré sur les lieux ou est-ce que ta thèse est que centrée sur les lieux ou autre? Alors, en fait, moi, j'étudie finalement peu les lieux. C'est-à-dire que mon terrain d'enquête, il n'est pas vraiment dans les Fab Labs. Il est plutôt auprès des personnes qui organisent le mouvement. Donc, ça va être, par exemple, des gens qui sont des Fab Managers, des personnes qui organisent la vie du lieu et qui vont se mettre en relation avec d'autres Fab Managers pour essayer de, mobiliser l'intérêt de la région ou de la commune, ou alors ça peut être au sein de collectifs nationaux. Je disais tout à l'heure le réseau français des Fab Labs. Voilà, ça typiquement c'est l'un de mes terrains d'études. Donc concrètement, je vais à leurs événements, je suis leurs discussions en ligne. J'essaie de m'intégrer à ce milieu-là pour pouvoir prendre des notes, archiver les conversations, comprendre concrètement comment est-ce qu'ils fabriquent un groupe professionnel, en fait. Voilà, comment est-ce que ces gens vont se mettre en interrelation. Donc ça peut être ça. Il y a plein d'autres collectifs régionaux ou nationaux. Fabenco, par exemple, c'est un collectif national de Fab Lab d'entreprise. Donc voilà, moi, mon sujet d'étude, c'est plutôt les personnes et les collectifs qui vont organiser ce mouvement au niveau national et régional. Donc pas trop les lieux finalement. Donc je vais pas beaucoup dans les Fab Labs. J'y vais de temps en temps parce que voilà, il y a des réunions qui s'y passent ou ce genre de choses, où personnellement je peux y aller. Mais c'est pas vraiment mon objet d'étude. Voilà.
Ok. Et donc, je te propose effectivement de passer à la partie du confinement, puisque pendant le confinement, il s'est passé énormément de choses pour tout le monde. Mais je crois que toi, tu as remarqué quelque chose d'assez intéressant du côté des makers. Et qu'est-ce que c'est? Bah, effectivement, si vous remontez à mi-mars 2020, vous vous rendez compte que l'une des grandes problématiques, c'était où sont les masques. Voilà. Donc, il y avait un problème dans la chaîne d'approvisionnement, donc d'une part dans les stocks, et ensuite dans la chaîne d'approvisionnement. Hein. On a eu des cas de rachat de masques sur les tarmacs. Enfin, grosso modo, ça marchait pas très bien. Le système d'approvisionnement traditionnel, je dirais, ou en tout cas celui qu'on a d'habitude, ne fonctionnait pas très bien. Donc, ce que se sont dit les personnes de ce mouvement, que ce soit, tout à l'heure, je parlais des fab managers, donc c'est-à-dire des gens qui gèrent les lieux, ou que ce soit les utilisateurs, c'est mais en fait, nous, on a des machines, nous, on sait fabriquer des trucs. Et on est là, on est sur place. Donc voilà, il faut qu'on s'organise pour pouvoir parvenir à produire ce matériel de protection qui manque et pouvoir le distribuer. Et donc là, concrètement, ce qu'on a observé, c'est une mise en relation de toutes ces personnes via Internet. Hein. On en parlait au tout début de l'entretien, mais concrètement, c'est ça. Ça part de discussions sur Facebook, ça part de tweets, ça part de chats de différentes associations, des associations dont je parlais tout à l'heure. Avec les questions, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui concrètement? Alors, au début, avec beaucoup de défiance, hein, nous, on n'est pas médecins, on n'a jamais fait ça. Concrètement, il y a des questions de responsabilité qui se posent, donc c'est quand même pas anodin de fabriquer du matériel de protection, notamment pour le personnel soignant, qui était beaucoup en demande. Mais ils ont mis la main à la pâte, elles ont mis la main à la pâte, et échangé sur diverses plateformes pour trouver le meilleur moyen de produire du matériel de protection. Alors ça a été des masques en tissu, mais aussi et surtout des visières de protection. Hein. Vous avez peut-être vu ça, sinon pareil, vous tapez dans Google visière de protection Fab Lab Makerface et vous allez voir tout un tas d'articles de presse locale qui a beaucoup relayé l'information. Et donc, les makers, le mouvement maker a produit, je crois que c'est près de 200 000 visières. Donc, c'est énorme. Hein, on parle pas d'usine, hein, on parle d'espaces qui font la taille de ma chambre, quoi, hein, et qui vraiment on fait en sorte non seulement de produire, donc ça veut dire en fait produire et distribuer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà il faut trouver des matières premières. Ensuite, il faut un plan. Donc, comment est-ce qu'on transforme ces matières premières? Comment est-ce qu'on règle les machines? Quelle quantité de plastique, etc. Ensuite, il faut désinfecter, bien sûr. Puis, il faut distribuer. Je rappelle qu'on est en période de confinement. Et il faut trouver un moyen d'échange. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait payer? Si on ne fait pas payer, comment est-ce qu'on se finance? Bref. Donc, c'est en fait toute une chaîne logistique, en fait, tout un marché hein, qui s'est organisé autour de la production de visières. Et ça, oui, effectivement, ça a occupé tout mon confinement parce que concrètement, il se passait vraiment beaucoup de choses du côté des makers et des makerspaces. Bon, après, les lieux ont été fermés quand même pas mal de temps, hein, donc c'était confinement. Donc tous les lieux qui étaient en fait dans des dans des musées, dans les universités, impossible d'y avoir accès. Donc, c'était souvent les personnes chez elles qui fabriquaient le tout en étant interconnectées via Internet. Donc, c'était en fait, c'est mis concrètement en pratique pendant le confinement. Cette idée de la fabrication distribuée qui est à la base du mouvement, ou en tout cas qui est souvent mise en avant par des personnes qui étaient pionnières du mouvement des Fab Labs, à savoir que on a d'un côté le développement de l'informatique avec une interconnexion de tous les ordinateurs qui nous permettent de produire de la connaissance ensemble
en étant sans être ensemble, et puis surtout de manière ultra rapide, c'est-à-dire qu'on peut faire des itérations à l'infini parce qu'on est très nombreux et que ça va très rapidement. Donc ça, on sait faire au niveau des logiciels. Comment est-ce qu'on fait pour appliquer ça à la vraie vie? Et donc là, donc ça, je vous parle, c'est dans les années 2000. Il y a les imprimantes 3D qui se démocratisent, c'est-à-dire que leur prix baisse. Donc on peut équiper de plus en plus de lieux et parfois de plus en plus de foyers. Là, on a vu pendant la crise du Covid qu'il y a beaucoup de particuliers qui sont équipés d'une imprimante 3D parce que c'est leur délire et ils font de la bidouille le dimanche là-dessus. Donc comment est-ce qu'on fait pour créer des plans, créer des manières de faire et de s'organiser, et puis ensuite, localement, imprimer, fabriquer localement, et puis aller distribuer à l'EHPAD du coin, au personnel soignant qui est en hôpital parfois, qui manque de moyens, aux policiers, etc. Donc voilà, c'est vraiment une fabrication distribuée qui s'est mise en place. Ça, c'est vraiment important pour les membres du mouvement parce qu'ils ont été donc en contact avec beaucoup d'institutions, avec les agences régionales de santé, avec les régions, bref. Donc ça correspond parfaitement. En fait, pour moi, c'est l'un des marches qui donne vraiment un coup de boost au mouvement. Il y en a plusieurs choses que j'étudie. Concrètement, oui, la crise du Covid, ça a été et ça va être quelque chose. J'ai gardé plein d'archives, etc. Mais tout ça, ça demande à être analysé. Ça a été un gros coup de boost pour le mouvement maker en France. Ouais. Donc, peut-être qu'on peut renvoyer vers le live que j'avais fait donc justement avec Rue 89 Strasbourg et Quentin Lehmann. Donc Quentin Lehmann qui est un maker de chez vous, qui va probablement monter un Fab Lab bientôt. Donc voilà, peut-être si tu peux mettre le lien dans la description. Je te le rendrai après. Je te l'enverrai après pour que ça intéresse plus de gens. Vous pourrez retrouver un live un peu plus complet là-dessus. On a un commentaire justement de David qui disait que son frère apparemment l'a fait effectivement dans sa chambre, donc il y a des machines et qui bossait dans sa chambre. Je ne sais pas si tu peux nous dire, David, toi qui nous regardes, la taille de la chambre de ton frère pour qu'on puisse s'imaginer. Et oui, non, mais ça, c'est clair que ça a beaucoup mis en lumière, en fait, toutes ces personnes qui sont des makers, qu'on appelle des makers, donc des gens qui fabriquent, des gens qui font avec ces nouveaux outils. Et ça les a vraiment mis en lumière parce que c'est des gens c'est un peu comme les maquettistes, si vous voulez. Ils cherchent pas forcément de reconnaissance, ils font leur truc, ils savent fabriquer. Et voilà, il n'y a pas forcément d'autres ambitions, donc ils étaient moins sur le devant de la scène que des lieux qui s'ouvraient avec parfois des projets entrepreneuriaux ou associatifs derrière, qui eux vont avoir tendance à communiquer, à chercher à toucher un public ou chercher à toucher les collectivités. Mais là, pendant le confinement, oui, il y a effectivement énormément de gens qui avaient une imprimante 3D dans leur chambre ou dans leur salon et qui se sont mis sur Facebook, sur des groupes, donc les groupes Facebook, juste pour donner un ordre d'idée, il y avait près de 130 groupes Facebook partout en France, des groupes locaux, avec dedans entre 50 et bon, après les groupes nationaux, il y avait énormément de monde, mais dans les groupes locaux, jusqu'à 300, 400 personnes. Donc ça fait du monde. Bon, après, dans ces groupes, il y a aussi des gens qui sont en demande, parce que les groupes Facebook servaient d'interface, en fait, entre les personnes, entre l'offre et la demande de matériel de protection, finalement. Donc ça fait du monde, effectivement. Okay. Alors j'ai mis le lien de la vidéo en question dans les commentaires. Donc si jamais vous pourrez retrouver tout ça en commentaire, je te propose simplement de continuer aussi. Quels sont tes projets d'avenir justement par rapport aux études et voilà, t'en es où exactement dans ta thèse et après tu comptes faire quoi exactement? Alors donc du coup dans ma thèse, j'ai dit tout à l'heure que j'étais en fin de deuxième année. La bourse doctorale, c'est 3 ans. Donc, je suis encore financée pendant 1 an. Là, je pense concrètement que j'en ai encore pour 1 an de terrain, donc d'enquête, parce que il y a certains éléments, certains chapitres sur lesquels j'ai pas encore les entretiens dont j'ai besoin, etc. Et puis ensuite, je pense que je vais essayer d'obtenir un contrat qu'on appelle d'enseignement et de recherche, attaché temporaire d'enseignement et de recherche, pour pouvoir terminer ma thèse tout en donnant des cours à l'université. Je donne déjà des cours, mais dans le cadre de mon contrat doctoral. Et là, c'est un contrat supplémentaire d'1 an ou 2 ans
pour pouvoir terminer. Donc après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que en sociologie, moi, alors je sais plus où j'ai vu ça enfin dans mon labo, grosso modo, la moyenne, c'est 4 ans et demi de thèse. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que en sciences sociales, ça prend du temps, notamment parce qu'on donne pas mal de cours. Et voilà, donner des cours, ça occupe beaucoup. Il faut les préparer, il faut corriger les étudiants. Et donc, effectivement, c'est un truc qu'on fait en plus de la thèse, comme tout un tas de choses, hein, comme le fait de parler en conférence, comme le fait de publier. Donc, en fait, voilà, quand vous faites votre thèse, d'ailleurs, c'est un truc, souvent, on a un petit peu cette vision du thésard qui est sur un seul sujet, qui fait tout le temps la même chose pendant 3 ans, etc. C'est pas du tout le cas. Moi, j'avais un petit peu peur de ça, mais vraiment, il y a une diversité d'activités qui donne un peu le vertige parfois. Hein, donc, je suis obligée de dire non à beaucoup de choses parce qu'à un moment, il faut que je finisse ma thèse. Donc, voilà. Pour l'instant, les perspectives, c'est ça. Je sais pas du tout ce que je ferai après. En fait, j'ai vraiment appris à avoir ce truc de on verra selon l'opportunité qu'il y a à ce moment-là. Je vous avais dit tout à l'heure que mon idée, c'était voilà, d'obtenir le doctorat pour pouvoir obtenir un emploi qui requérait en fait une qualification supérieure à la mienne. Aujourd'hui, je sais pas. Peut-être que dans 2 ou 3 ans, il y aura des demandes sur la recherche sur mon sujet encore. Peut-être que je ferai un post-doctorat. Bref, je peux vraiment pas dire, ce que je ferais après cette thèse. Pour l'instant, je suis là-dedans et voilà quoi. Je j'ai pas spécialement de projet à plus de 2 ans. En fait, ça me paraît délirant. J'ai l'impression que 2 ans, déjà moi, si je sais ce que je fais dans 6 mois, c'est bien. donc, euh, donc voilà. Ok. Bah, oui. Bon, après, on ne peut pas prédire son avenir trop en avance. C'est ça, et c'est dangereux de le faire. Il vaut mieux un petit peu laisser la vie faire les choses. Ok. Bah, je te propose de passer à la partie questions-réponses, puisqu'il y a quelques questions. Ok, super. Alors, il y avait une question qui revenait justement sur ce que tu disais juste avant sur les makers. Donc, il y a quelqu'un qui lui demandait, est-ce que tu as identifié de nouveaux makers? Alors, je pense que il veut dire, est-ce que tu as identifié des gens qui peut-être n'étaient pas des makers avant le confinement et qui sont devenus des makers après le confinement? Et moi, je rajouterais par rapport à cette question, est-ce que tu as vu si ces personnes qui s'étaient mises à fabriquer, on va dire, en masse pendant le confinement avaient continué ou en fait si c'était juste pendant cette période qu'ils avaient participé? Ok, alors comme d'habitude en général sur les questions qu'on me fait, ça dépend. C'est vraiment un objet avec une grande diversité. Donc oui, il y a des gens qui n'étaient pas des makers, ils savaient pas du tout ce que c'était le mouvement maker. Et le meilleur exemple, je crois que c'est Anthony Sediki. Donc lui, c'est une personne qui est à la tête d'un des plus gros groupes Facebook de mise en coopération des personnes. Euh, et donc, en fait, pour l'avoir eu au téléphone rapidement au mois de juin, il m'expliquait, mais en fait, moi, j'ai pas du tout conscience de tous ces enjeux. On voulait juste aider. Et effectivement, on avait ça à disposition, donc les imprimantes 3D, et on s'est mis, quoi. Et j'avais pas du tout conscience qu'il y avait un mouvement au niveau national avec des associations, etc. Après, il faudrait lire et lui demander à lui. Voilà, j'engage pas non plus sa parole, mais grosso modo, c'est un peu ça qu'il y avait derrière. Donc, des gens qui s'identifiaient pas forcément à ce vocable de maker, parce que bon, c'est quand même assez particulier. C'est une terminologie qui est importée de l'anglais, qui fait référence donc au Maker Faire. Je sais pas si vous connaissez ce genre d'événement où il y a plein de personnes qui bricolent, qui viennent présenter leurs petits projets. Donc ouais, pas mal de gens qui avaient pas forcément conscience du fait qu'il y avait un mouvement au niveau national des makerspace. Et des gens qui, surtout, même pendant qu'ils étaient en train de fabriquer, ne se reconnaissent pas de ce mouvement-là. C'est-à-dire que pour avoir discuté avec donc les personnes de la Casemate à Grenoble
et du biohackerspace de Grenoble, Nemeton. Eux, concrètement, ils ont travaillé avec beaucoup de couturières. C'était essentiellement des femmes, donc pas forcément des couturières de métier, des couturières amatrices, mais qui ont mis à disposition leurs compétences, leur temps et leurs machines qu'elles avaient à la maison pour fabriquer des masques en tissu. Donc là, typiquement, on est sur des catégories de personnes qui ne se reconnaissent pas du tout du mouvement maker et qui n'ont pas spécialement envie d'en faire partie, mais qui se sont mises en l'occurrence à la fabrication pendant cette période du confinement. Et d'ailleurs, si je m'en réfère toujours à cet entretien que j'ai fait avec ces deux Grenoblois qui ont un petit peu comment dirais-je, structurer l'action ou en tout cas la production et la distribution de masques à Grenoble, leur objectif, c'est pas de remplacer les chaînes de production classiques. Ce qu'ils m'expliquaient, c'est non, concrètement, c'est pas normal que ce soit nous qui ayons eu à faire ce genre de choses. On est censé être là pour faire de la diffusion de savoir scientifique et technique, pour la casemate, et pour le biohackerspace, de savoir scientifique aussi, mais en relation avec la biologie. Donc, nous, on a fait ça parce qu'effectivement, il y avait une situation de crise, de demande très importante, on avait les compétences, et donc, de manière civique, on l'a fait. Donc ça, c'est toute une partie des gens. Et puis, vous avez d'autres personnes ou d'autres collectifs. Je pense notamment, par exemple, au collectif Fab City Grand Paris. C'est une association. Donc, le but de l'association, c'est de promouvoir la fabrication personnelle comme alternative au système de production classique. C'est-à-dire qu'on va relocaliser la production à l'intérieur des villes, que ce soit la production alimentaire, que ce soit la production de meubles ou d'objets du quotidien, ou de récupération des déchets de l'industrie ou des déchets de l'événementiel, par exemple. Vous savez, ces grands salons où vous avez énormément de bois, après, qui est totalement jeté, ils vont récupérer et ils vont fabriquer des choses et les revendre dans les Fab City Stores. Donc, vous voyez, vous avez vraiment... partout en France, des personnes qui ont une vision totalement différente de ce que doit être ce mouvement-là. Donc, d'une part, plutôt éducation populaire, comment est-ce qu'on apprend aux gens à se réapproprier la technique, et puis de l'autre côté, plutôt production professionnelle, comment est-ce qu'on fait concrètement pour faire face au changement climatique, à réimporter la production à l'intérieur des villes, à l'intérieur des endroits où sont consommées les choses. Voilà. Avec cette idée de l'économie circulaire, en fait. Donc, il y a tout. C'est un peu le gros problème de ce sujet. C'est que, le gros problème et le grand intérêt aussi, c'est qu'il y a une grande diversité dans les configurations et dans les ambitions pour ce mouvement. Ok. On avait une autre question qui demande, est-ce que tu connais Antoine Ruiz ? Antoine Ruiz, oui, je connais Antoine Ruiz, bien sûr. Il s'occupe, donc il est sur Toulouse, il est au réseau français des Fab Labs, il s'occupe de la communication. Et oui, comme je disais tout à l'heure, le réseau français des Fab Labs, c'est l'un de mes terrains. Donc ça implique de s'intégrer, de rencontrer des gens. Du coup, maintenant, je fais partie du conseil scientifique du réseau français des Fab Labs. Donc on essaye de produire des données sur les makerspaces qui sont à l'intérieur de l'association. Et à cette occasion, je rencontre souvent les personnes du conseil d'administration du réseau français des Fab Labs, dont Antoine. Voilà. Est-ce que le conseil scientifique des Fab Labs, c'est quelque chose qui ressemble au conseil scientifique national ou... Et oui, c'est vrai, c'est assez marrant. Donc, cette question, en fait, elle est vraiment intéressante parce qu'elle va bien montrer quels sont les mécanismes qu'il y a derrière. C'est-à-dire, moi, je vous ai dit que j'essayais d'étudier les collectifs qui essaient de structurer le mouvement et lui donner de la légitimité. Là, vous voyez très bien un bon exemple de comment est-ce qu'on fait pour fabriquer de la légitimité. Ça ne veut pas dire qu'elle est infondée. Je ne suis pas du tout en train de remettre en question le fait que le réseau français des Fab Labs, c'est un réseau très important au niveau national. Je suis en train de dire
concrètement, la légitimité, ça se construit notamment en utilisant des terminologies qui sont déjà institutionnalisées, un conseil scientifique, faire le lien avec les universités, attirer des personnes qui sont déjà reconnues dans certaines sphères institutionnelles, donc c'est-à-dire on est doctorante, on est quasiment que des filles, on est doctorante ou docteur. Donc ça veut dire qu'il y a les sphères académiques qui nous ont reconnu une certaine légitimité qu'on apporte par notre présence au réseau français des Fab Labs. Donc, alors, pour répondre très concrètement à ta question, cette idée du conseil scientifique, oui, c'est plus ou moins la même idée, c'est-à-dire qu'on va demander à des personnes qui sont neutres de produire un rapport d'expertise sur une certaine situation. Donc là, en l'occurrence, c'est une expertise sociologique, notamment du côté des sociologies des organisations. Donc on est 3 sociologues, une docteure en sciences de gestion et une docteure en design, avec voilà cette idée de comment est-ce que on fait pour analyser ce mouvement et donner des outils au mouvement. Et voilà, l'idée, c'est ça derrière. Donc, question assez intéressante parce qu'elle met vraiment en lumière ces mécanismes-là de création de légitimité et comment est-ce qu'on passe justement de un collectif de personnes qui gèrent des lieux à une association nationale dotée d'un conseil scientifique, d'un conseil d'administration, d'une certaine représentativité, etc., etc. Voilà. Ok. Ça fait plus de 41 minutes là qu'on est en train de parler. Est-ce que tu as vu le temps passer? Non, mais j'ai soif. C'est un apéro, mais j'ai même pas amené mon apéro. C'est un peu triste. Bah écoute, on arrive un petit peu sur la fin. Si jamais il y a encore une dernière question pertinente qui est posée, je la prendrai. Mais sinon, on va s'arrêter là pour pas que ce soit trop long non plus. En tout cas, moi, je te remercie déjà d'avoir participé. Voilà, j'espère que tu t'es amusé et que ça a été un exercice non redondant avec ce que tu avais déjà eu l'occasion de faire. Bah non, pas du tout, parce que c'était vraiment centré sur ce qui s'était passé pendant le confinement, et puis il y avait une personne du terrain, donc c'était assez différent, et ouais, j'espère que, enfin voilà, moi mon idée aussi en venant ici, c'était de dédramatiser un petit peu la thèse. Finalement, un doctorat, c'est un boulot comme un autre, une fois que vous avez un master. Et donc, c'est pas un truc où vous êtes enfermé dans une bibliothèque pendant 3 ans à faire la même chose. Voilà. En tout cas, en sociologie, on rencontre énormément de gens parce que c'est ça notre travail, c'est étudier ce que font les gens, donc forcément. Mais il y a aussi plein d'opportunités qui s'ouvrent, que ça soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'université. Et puis enseigner, c'est quand même super. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est une vraie expérience, donc c'est bien. Ok. Voilà. Alors, je vais prendre la dernière question qui a été posée. Voilà. Donc, David te demande, est-ce que tu as vu le super documentaire de Shell Robotics sur les makers? Le titre, c'est Les makers, une autre vision de l'innovation. Est-ce que tu connais? Non, mais... Non, je connais pas. Ah non, j'ai pas du tout vu. Tu l'as trouvé? Ouais, je vois. Et je vois effectivement qu'il y a une interview de Berthier, 2017. Ouais, ça date un peu hyper intéressant. Bah, merci David. Je connaissais pas ce documentaire. Ok. N'hésitez Écoute, pas. Vous connaissez des trucs. Si vous avez des livres. Est-ce que attends, je crois David, toi qui nous regardes, il y a aussi le livre, je sais plus comment il s'appelle là, le gros livre blanc de 400 pages à la page 109 où il y a une citation de Lionel Jospin. Si tu peux nous mettre le titre, qui est intéressant. Je me souviens plus du titre exact en fait, mais si ça t'intéresse, il y a un livre très intéressant que j'ai lu et dont je me souviens que de cette citation de Lionel Jospin à la page 109, tout en haut de la page. Puisque c'est un livre qui parle des makers et de l'innovation, et en fait j'avais été fortement surpris d'avoir un personnage tel que l'ancien Premier ministre qui était cité dans le livre sur une toute petite phrase.
Ok. Mais Après, je crois que c'est c'est. un, Ah oui, c'est un c'est. terme éminemment politique. Le livre, Oui. c'est Smart World. Smart World. Smart Ok. World. Enfin, Et du coup, le monde c'est. intelligent. Ok. Ah, pour le coup, je trouve pas. Mais c'est un truc sur les Euh, makers. ouais, bah, c'est l'innovation et les meilleurs, mais je t'enverrai le lien D'accord. si tu veux. Voilà. Ah, et Ok, comment de ok. simples idées deviennent-elles de grandes innovations? D'accord. Je pense que Ok. voilà, tu peux trouver. Ben écoute, on arrive à 3 quarts d'heure de live, donc on est à la fin du live en fait. Moi, Ouais. je vous remercie en tout cas de nous avoir regardés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. De toute façon, on peut toujours revenir dessus après. Si vous avez des idées aussi de livres, de vidéos à partager à Flavie pour sa Voilà. thèse. Mon Twitter, Euh, mon direct message sur Twitter est ouvert, donc n'hésitez pas. voilà. Et on se retrouve, le prochain live, ce sera dimanche avec Claire. Et là, on parlera plutôt de tout ce qui est collaboratif, participatif, de la coopération entre les personnes. Voilà. Donc le live, il est à dimanche à 18h si vous êtes motivé. Et ben, je crois qu'on a fait le tour. Ah, attends, il y a juste une dernière question. C'est, on peut trouver la thèse ou des morceaux en parlant de ta Euh, thèse. alors, pour l'instant, la thèse, elle n'est pas écrite, donc moi aussi, j'aimerais bien la trouver, mais je ne sais pas où elle est. Et des morceaux. Alors, j'ai fait des communications, mais c'était dans des congrès, donc c'est oral. Donc non, pour l'instant, j'ai pas de papier. J'ai un chapitre d'ouvrage qui est en cours d'écriture, enfin en finalisation d'écriture, et l'ouvrage devrait paraître. Je pense au printemps 2021, un truc comme ça. Ça sera en anglais, donc ce sera pas très sympa. Mais ouais, non, pour l'instant, pas beaucoup de choses en français à vous mettre sous la dent, malheureusement. Mais patience, ça viendra. Et ça sera disponible en Ok. ligne. Ou sur Sci-Hub. Ok. Bon ben donc il va falloir patienter. Oui. Écoute, si tu es prête, je vais couper le live. Ça marche. Merci beaucoup. Ben ciao.